When I say stop, don't move. When I say get it, I want all of y'all to go boogie. Hold it now, hold it now. Boogie, boogie, boogie. Alors bonjour, et effectivement je vais vous parler d'un petit mot, le mot matrimoine. Je vais vous parler de générations de femmes de théâtre oubliées d'une très longue généalogie. Ces générations de femmes de théâtre, moi il y a 20 ans je ne les connaissais pas, je les ai découvertes parce que pour moi en tant que jeune artiste, en tant que jeune comédienne qui faisait ses classes au conservatoire, eh bien j'avais justement une recherche en légitimité, en empêchement, et partir à la recherche de mon histoire, ça a été vraiment un acte de survie artistique qui m'a permis effectivement de ne pas faire partie justement de toutes ces jeunes comédiennes qui s'évaporent quand elles sortent des cours de théâtre. On a fait des études, on voit qu'elles sont très nombreuses dans les écoles, et puis dès qu'on arrive dans les sphères professionnelles, eh bien, elles diminuent. Nous partîmes 500, nous arrivâmes très peu. Et alors après l'âge de 50 ans, on en parlera cet après-midi avec Véronique Attali, Catherine Pifaretti, c'est encore pire. Donc voilà, donc cette histoire de matrimoine, moi je vais vous parler du matrimoine théâtral, parce que c'est ce que je connais, mais vous pouvez exactement le décliner de la même façon pour la musique, pour les beaux-arts, pour le cinéma, etc. Et donc c'est une histoire pour moi de violence symbolique. On parle effectivement dans la question de la présence des femmes dans les arts et la culture. On est à peu près 80% des textes qui sont représentés sur les scènes publiques aujourd'hui sont écrits par des hommes. Pareil pour la mise en scène, on est à 75%. Donc il y a effectivement tout un courant qui est notamment porté par le mouvement HF pour l'égalité femmes-hommes dans les arts et la culture. On milite effectivement pour la question des shortlists paritaires, des quotas, etc. Mais il y a quelque chose aussi qui est très importante, c'est la question des violences symboliques, parce que finalement on continue régulièrement à transmettre malgré nous dans l'inconscient collectif une histoire où il manque la moitié de l'humanité, des mots qui sont des mots et une langue masculinisée. Et donc c'est un peu tout ce chemin-là dont je viens témoigner aujourd'hui. Et à travers cette histoire, je vais vous parler aussi un peu de mon parcours vis-à-vis de cette histoire, parce qu'elle parle justement de cette quête en légitimité. Alors le matrimoine, alors d'abord, voilà, comment j'ai commencé ? J'ai commencé avec notre patrimoine théâtral, les pères du théâtre. Ce sont eux qui m'ont donné le goût du théâtre, voilà. Mais ce sont eux aussi qui m'ont empêché à un moment de pouvoir poursuivre, justement, de pouvoir me sentir à la bonne place en tant qu'autrice, en tant que metteuse en scène, en tant qu'autrice, ce mot que je ne connaissais pas. Et patrimoine, patrimoine, ça veut bien dire ce que ça veut dire les biens culturels transmis par les pères, voilà. Et effectivement, notre patrimoine aujourd'hui, il est représenté à 99% par des hommes, donc qui portent bien son nom. Et ce qu'on ignore, c'est que nous avons effectivement aussi un matrimoine théâtral, voilà, alors pour le théâtre, un matrimoine théâtral, voilà, qu'on ne connaît pas très peu. Roswitha de Gandersheim, Marguerite de Navarre, XVIe siècle, qui a écrit du théâtre, qui était la sœur de François Ier, sœur Inés de la Cruz, une grande dramaturge mexicaine du XVIIe siècle, Madame de Villedieu, qui fut jouée au temps de Molière à la Comédie Française en 1665 notamment, dont la pièce fut même représentée à Versailles devant Louis XIV, Afra Ben, une grande autrice également de la fin du XVIIe siècle en Angleterre, Maria Sayas de Sotomayor, une autrice du théâtre d'or espagnol, Isabelle Landrini, dont je vais vous parler également tout à l'heure, qui fut sans doute la première grande star du théâtre européen au XVIe siècle en Italie, Madame de Graffigny au XVIIIe, Madame du Bocage au XVIIIe, qui fut elle aussi jouée à la Comédie Française, et Luisa Bergali-Gozzi en Italie. Voilà, c'est un exemple. Je vous parle de l'Ancien Régime parce que souvent, on pense qu'effectivement, l'histoire du théâtre commence au XIXe, au XXe siècle, que c'est une histoire courte, qu'avant les femmes ne pouvaient pas créer, et là encore, c'est faux. Donc pour moi, il est très important de savoir que notre histoire, l'histoire des femmes, est une histoire longue. Voilà, donc on a une longue généalogie. Et alors ce mot matrimoine, ce mot matrimoine, je ne le sors pas d'un chapeau. Moi, ce mot matrimoine, il m'intéresse parce que justement, ce n'est pas un néologisme. Il a une histoire politique qui en dit long et qui résume en fait justement cette histoire des femmes. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, pour résumer grossièrement, on a le patrimoine, un couple qui se marie au Moyen-Âge, il va déclarer son patrimoine, les biens transmis par le père, et son matrimoine, les biens transmis par la mère. Et au final, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui ? Eh bien, il nous reste
les prestigieuses journées européennes du patrimoine et les agences matrimoniales. Tout est dit. C'est-à-dire qu'on a non seulement perdu le substantif matrimoine, mais que l'adjectif matrimonial ne s'est plus réduit finalement qu'à la question du mariage, de la sphère privée, du couple, pendant que le patrimoine a pris ses lettres de noblesse et est devenu les biens de la patrie. Voilà. Donc, et ça, voilà, ça résume aussi effectivement l'histoire des créatrices, l'histoire des créatrices telle qu'on la transmet aujourd'hui. Alors, comment j'en suis à découvrir justement ces autrices de théâtre alors que j'avais 20-24 ans et qu'à l'époque, je n'imaginais pas qu'une femme ait pu écrire du théâtre avant Marguerite Duras. Peut-être que je le savais pour George Sand, mais j'en suis même pas sûre. Eh bien, d'abord, moi, je suis comédienne dans un conservatoire et je m'interroge par contre sur le statut de l'actrice, la place de l'actrice. Je m'aperçois qu'au conservatoire, on demande surtout aux comédiennes d'être jeunes, jolies, sensibles, mais pas trop intelligentes et surtout pas intellectuelles. Et que pour finalement mes camarades acteurs, déjà on sent beaucoup plus de facilité à pouvoir se projeter en tant qu'auteur, en tant que metteur en scène, etc. Donc je me sens assez déjà réduite dans ma position de comédienne. Je n'ai travaillé à l'époque que des rôles que des pièces d'hommes, aucune pièce de femmes. Les seules pièces de femmes que j'ai dû travailler, c'était dans le cadre de mes parcours libres et c'est moi qui les choisissais. Et donc je m'interroge sur cette figure de l'actrice qui en même temps finalement est pourtant une figure surreprésentée dans nos sociétés. C'est la figure féminine culturelle finalement la plus légitime qui efface un peu toutes les autres. Et donc je me dis, tiens, j'aimerais savoir pourquoi cette figure qui a pris autant de place dans notre société, pourquoi, étant donné que finalement elle est extrêmement récente, extrêmement moderne, puisque jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, les rôles de femmes étaient joués par des hommes. Et donc, je vais faire une recherche pour ma maîtrise en études théâtrales et je me dis, tiens, je vais étudier l'apparition des premières actrices professionnelles en Europe et essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas eu de femmes sur la scène avant le XVIe, XVIIe siècle. Et donc, voilà, c'est l'actrice fut, c'est la naissance de l'actrice professionnelle. Et alors j'ai choisi cette représentation parce que effectivement, la naissance de l'actrice professionnelle, eh bien, c'est vraiment c'est la naissance d'une déesse, pour ainsi dire. On est vraiment dans la Renaissance italienne et on est dans le néoplatonisme. Et la naissance de Vénus de Botticelli, c'est aussi la naissance de l'actrice. Mais ce qu'on voit effectivement quand on étudie l'histoire des actrices, c'est finalement que l'image de l'actrice, c'est considérablement appauvrie quand on va comparer, par exemple, l'image de Marilyn Monroe au XXe siècle et celle d'Isabella Andreini, dont je vous ai parlé tout à l'heure, au XVIe siècle. Alors, d'abord, l'apparition des actrices, c'est une histoire de matrimoine complètement effacée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on arrive à étudier l'histoire du théâtre, notamment à l'université, sans jamais aborder la question de l'apparition des comédiennes. Or, l'apparition des comédiennes, c'est justement la naissance de nos codes esthétiques actuels. Ce fut une véritable révolution esthétique, politique, sociale, parce que brusquement, eh bien, les hommes jouaient des rôles d'hommes et les femmes des rôles de femmes. C'est-à-dire que c'est notre esthétique aujourd'hui, alors qu'avant, eh bien, les rôles étaient travestis, c'était les hommes qui jouaient des rôles d'hommes. Donc on change complètement de convention. Et je m'en suis rendu compte, parce que pour moi, au départ, la question, c'était effectivement de comprendre pourquoi il n'y avait pas eu de femmes avant le XVIe, XVIIe siècle. Et quand on étudie l'apparition des actrices, on s'aperçoit qu'il faut prendre le sujet à l'envers. C'est pourquoi la société, brusquement, a accepté que des femmes viennent jouer sur la scène. Et là, on voit effectivement la dimension révolutionnaire de cette apparition des actrices. Alors, je vais vous la résumer vraiment très, très rapidement, mais les actrices, elles apparaissent d'abord en Italie. Et en Italie, on est dans une commedia dell'arte où les hommes jouent des rôles des femmes et où tout le monde est masqué. Et les actrices, qu'est-ce qu'elles font quand elles montent sur la scène? Elles retirent le masque. C'est-à-dire que brusquement, nous sommes dans un rapport naturaliste, un rapport celui d'aujourd'hui finalement, où on voit les acteurs et les actrices avec leur vrai visage. Et ce qu'on oublie souvent aussi avec l'apparition des actrices, c'est que les actrices ont souvent été réduites, notamment à partir dans l'histoire du XIXe siècle, à des courtisanes, à des prostituées. Mais qui sont les actrices? Les premières actrices, ce sont d'abord des femmes lettrées, des femmes qui savent lire, qui savent écrire. Et effectivement, quand elles arrivent sur la scène italienne, puisque c'est là qu'elles émergent, eh bien, on les vénère, enfin, elles font un succès incroyable,
pas simplement par leur beauté, mais par leur intelligence. C'est-à-dire qu'elles savent lire, elles savent écrire, mais elles savent aussi faire de véritables improvisations poétiques, parce que quand elles montent sur la scène, elles n'ont pas de texte. On est dans un théâtre de canevas, d'improvisation de canevas, et elles font de véritables improvisations poétiques. Et les premières comédiennes sont en fait des femmes qui au contraire, essayent de sortir de la prostitution, qui ne vont plus vendre leur corps, mais leur image, en fait. Et souvent, effectivement, les actrices naissent en fait des premières courtisanes dites honnêtes qui vendaient à la fois leur corps mais également qui chantaient, qui dansaient, qui faisaient des improvisations poétiques et qui à un moment commencent à faire des contrats avec des compagnies et montent sur la scène des théâtres. Donc voilà, donc c'est intéressant parce que la plus grande actrice, par exemple, italienne du XVIe siècle, c'est Isabella Andreini. Isabella Andreini, elle fait partie d'Académie poétique. Elle écrit une pièce de théâtre, et pour montrer son succès, c'est que 4 ans après, cette pièce, Myrtilia, est traduite en français et publiée en France. Elle circule dans toute l'Europe, elle est invitée par toutes les cours d'Europe, et c'est véritablement la naissance de la Duse moderne. Et donc voilà, quand je compare à Marilyn Monroe, finalement, au XXe siècle, qui est la grande star du XXe siècle, qui était une femme également intelligente, mais qu'on a réduite à une blonde idiote, et qu'on voit qui fut Isabelle Andreini et comment elle fut reçue au XVIe, XVIIe siècle, on se dit qu'effectivement, il y a finalement un appauvrissement aussi de la représentation de l'actrice au fil des siècles dans nos sociétés modernes. Et puis, alors bon, ces actrices, elles vont continuer tout le tour de l'Europe, elles vont arriver en Espagne, on est en pleine Inquisition, et là aussi, ce qui est intéressant avec l'apparition des actrices, c'est que finalement, l'Inquisition, elle ne sait pas quoi faire avec ses premières comédiennes. Les troupes gagnent énormément d'argent, les troupes italiennes qui arrivent en Espagne, donc les troupes espagnoles veulent aussi des comédiennes, l'Église refuse, et finalement il va y avoir des décrets selon les régions, etc. Et finalement l'Église est aussi obligée de faire un choix, parce que du coup, comme elles ont retiré le masque, comme on arrive finalement dans une convention beaucoup plus réaliste et naturaliste sur la scène, eh bien, les acteurs travestis ne sont plus non plus reçus de la même façon. Donc l'Église va hésiter entre des acteurs travestis qui maintenant vont être connotés du côté de l'homosexualité, qui ne vont plus du tout être reçus de la même façon, et des actrices qui sont, elles, assimilées à la prostitution. Donc il va y avoir un choix comme ça, et finalement, c'est l'actrice qui va l'emporter. Voilà. Donc une révolution politique, esthétique, sociale, et puis cette figure de l'actrice, finalement, c'est aussi le moyen pour la société d'expérimenter les rapports femmes-hommes, d'expérimenter une nouvelle image aussi des femmes, de la femme, avec, on passe effectivement, moi je parle souvent de la figure magdalénienne de l'actrice, parce que c'est un peu Marie-Madeleine, on est en pleine contre-réforme, et c'est une femme humaine, c'est-à-dire qui est entre Ève et Marie, et qui expérimente effectivement, alors des fois elle va être sublimée, comparée à une déesse, pour d'autres elle va être comparée à une diablesse, voilà, et c'est tous ces questionnements finalement sur l'image de la femme et les rapports femmes-hommes qui s'expérimentent avec l'apparition des comédiennes. Donc voilà, grossièrement, cette apparition des actrices qui, du coup, m'a amené finalement aussi à m'interroger sur finalement ces premières femmes qui écrivent du théâtre. Parce que quand je travaille sur ces premières actrices, qu'est-ce que je découvre ? Je découvre que plusieurs d'entre elles ont écrit du théâtre. Alors ça, je ne l'imaginais pas. Et du coup, je termine cette maîtrise qui sera publiée par la suite. Et je repars pour la thèse et je dis, voilà, je voudrais travailler sur du coup, les premières femmes dramaturges. Je ne connaissais pas le mot autrice à l'époque. Et là, je vois que cette recherche, elle pose beaucoup plus de problèmes. Elle pose des problèmes à l'institution, parce que autant l'apparition des actrices, finalement, les actrices... alors oui, une chose aussi à dire sur l'apparition des actrices, ce qui m'intéresse aujourd'hui sur cette apparition des actrices, c'est aussi MeToo. Quand MeToo est apparu, finalement, ça me semblait... C'était finalement la fin d'une boucle. C'était le processus logique. Quand on voit comment apparaissent les actrices au XVIe, XVIIe, quand on voit comment elles interrogent aussi la question de la représentation de la femme entre objet sexuel, objet de sublimation, créatrice, etc., finalement, le mouvement MeToo est l'aboutissement aussi de cette histoire des actrices et de leur rapport à la création. Et donc, donc cette apparition des actrices posait pas trop de problèmes à l'institution, c'était finalement, ça fêtait aussi notre système, notre société moderne, qui les accueillait, c'était festif, etc. Quand je viens pour travailler sur la question de la disparition, déjà c'est moins festif, des femmes dramaturges, d'abord on me dit, mais d'abord, est-ce qu'elles ont existé ? Puisqu'on ne les connaît pas dans l'institution universitaire. Et puis si on ne les connaît pas, si elles ont existé, c'est bien que ce qu'elles ont écrit, forcément, c'est
pas très intéressant, ça ne mérite pas d'être étudié. Donc déjà, voilà, un rapport de doute sur le sujet même de cette recherche. Et puis, j'essaye d'écrire aussi cette recherche, et là, je vois aussi que la langue me résiste. C'est-à-dire que pour l'apparition des comédiennes, j'avais le mot actrice, j'avais le mot comédienne, etc. Mais là, pour l'apparition des femmes dramaturges, j'ai le mot auteur, auteureux, avec ce « e » qui ne s'entend pas, mais qui ne se voit pas trop non plus. J'avais d'abord aussi une difficulté aussi à parler de auteur au masculin, parce que quand je parlais des auteurs, est-ce que je parlais des auteurs génériques, femmes et hommes, ou est-ce que je parlais des auteurs hommes? Enfin bref, même là, la langue me résistait. Et donc je vais à la bibliothèque de la Comédie Française, aux archives de la Comédie Française, et je viens étudier les registres de contes de Lagrange, qui était le comédien de Molière. Et je vois, pour certaines femmes qui ont été jouées à la Comédie Française, au lieu de voir part d'auteur, je vois part d'autrice. Et là, je me dis, ah, ce mot autrice, c'est le mot que je cherche. Et ce mot, je le retrouve dans des périodiques de l'époque, voilà, qui commentent aussi les représentations des pièces de ces femmes. Et je dis, bon, c'est vraiment un mot de l'usage courant. Et je commence à tirer le fil du mot autrice, et je vois que ce mot, eh bien, il existe depuis l'Antiquité, et que depuis l'Antiquité, on lui fait la guerre. Alors là aussi, je vais faire un rapide résumé de cette histoire. Alors en général, là, je cite mon grammairien préféré qui est Maurus Servus Honoratus du IVe siècle après Jésus-Christ, que tout le monde doit connaître. Non, je ne le connaissais pas non plus, mais Maurus Servus Honoratus, il m'est très utile. Il est très intéressant parce qu'en fait, dès le IVe siècle, il va poser des règles concernant l'usage du mot auctrix en latin. Et il va nous expliquer que quand le mot auctrix, alors voilà, je sors, voilà, il était une fois autrice, que quand le mot auctrix dérive du latin du verbe augere, qui veut dire augmenter, accroître, eh bien là, on peut utiliser le mot autrice en parlant d'une femme. Mais quand il dérive du substantif auctoritas, donc quand il signifie l'origine, la source, dont on tire son autorité, eh bien là, on doit recourir au masculin auctor en parlant d'une femme. Donc là, déjà, tout est dit. Dès le IVe siècle après Jésus-Christ, il y a une règle, un interdit. Une femme peut être augmenteuse, accroisseresse, comme on dirait au Moyen-Âge, on dirait aujourd'hui assistante, développeuse, mais elle ne peut pas être origine, source, elle ne peut pas être nommée au féminin à cette place-là. Alors c'est d'autant plus intéressant, c'est que si Maurus Servus Honoratus a eu besoin de mettre cette règle, c'est bien qu'il y avait des femmes déjà à l'époque qui se disaient autrices au sens d'origine, de source et d'autorité. Et effectivement, on trouve beaucoup cette occurrence, notamment chez les premiers auteurs chrétiens, pour parler des grandes figures de la création, comme Marie, comme la matière, qui est autrice aux côtés de Dieu, etc. Mais ce mot, il va quand même poursuivre sa route. Il va notamment, par exemple, permettre de nommer les premières grandes abbesses, les premières grandes créatrices du Moyen-Âge, qui étaient de grandes abbesses comme Rosilia von Gondersheim, Hildegarde de Bingen, etc., se disent par exemple Auctrix Dei, autrice de Dieu. Les grandes reines et princesses de la Renaissance, qui étaient aussi des grandes diplomates et ambassadrices, se disaient par exemple autrices de paix. Et puis on arrive fin 16e, 17e siècle, et là il n'y a plus que pas simplement les grandes dames qui se mettent à écrire, il y a aussi l'éducation féminine se développant des femmes de la petite noblesse, de la petite moyenne bourgeoisie, qui se mettent à écrire, mais qui se mettent aussi à gagner leurs œuvres avec leurs écrits, à publier. Voilà, elles ont besoin de gagner leur vie avec ces écrits. Et on a par exemple le mari de Romieu qui fait un traité féministe concernant l'égalité femmes-hommes, et son imprimeur va la nommer autrice, Marie de Romieu, l'autrice de ce traité. Et puis au XVIIe siècle, on a de plus en plus d'occurrences d'autrices, notamment pour nommer les premières autrices de théâtre professionnelles. Et c'est aussi le moment où se crée l'Académie française. Et l'Académie française, justement, à partir du moment où les plus grands best-sellers, par exemple ceux de Madeleine de Scudéry, sont écrits par une femme, Madeleine de Scudéry, où finalement les femmes deviennent aussi des concurrentes, où il y a aussi une institutionnalisation de la langue, une politisation de la langue et une institutionnalisation de la vie culturelle, et qu'il y a une professionnalisation du métier d'écrivain, eh bien la guerre à autrice reprend.
Et on doit créer les premiers dictionnaires de français, c'est une des missions de l'Académie française. Et bien dans ces premiers dictionnaires de français, le mot autrice ne fera pas son apparition. Et à l'inverse, le mot actrice qui n'existait pas, eh bien lui, il fait tout de suite son apparition dans ces dictionnaires pour nommer les premières comédiennes. Alors c'est intéressant parce que ce croisement du mot autrice et du mot actrice, eh bien, il montre aussi le croisement de deux figures de la création, l'actrice et l'autrice. Alors le mot acteur, c'est intéressant aussi, c'est que le mot acteur qui jusqu'à présent, jusqu'au XVIIe siècle, avait une grande richesse sémantique, il pouvait même dire auteur, il était utilisé aussi en juridique, etc. Eh bien à ce moment-là, il n'y a pas de féminin actrice. Le mot auteur, qui lui avait un sens plus réduit, acceptait un féminin autrice. Et puis au XVIIe, c'est le contraire. Le mot auteur prend ses lettres de noblesse, avec notamment la professionnalisation du métier d'écrivain, et le mot autrice disparaît. Le mot acteur, lui, va se réduire au sens de comédien, et c'est là que le féminin actrice va faire son apparition, mais au sens simplement de comédienne. Donc on a bien vraiment le croisement de deux mots qui montrent aussi le croisement finalement de la créature et de la créatrice, et même l'actrice finalement va y perdre là-dedans, parce que c'est aussi son rapport à la création qui va être remis en cause. Voilà. Et puis ce mot, eh bien, il continue. Alors ce rapport aussi, ce mot autrice, il est intéressant politiquement, mais il s'inscrit aussi dans un programme plus large de masculinisation de la langue, parce que l'Académie française s'en prend aussi à la question des accords. L'accord de proximité, maintenant, doit être remplacé par l'accord au masculin, parce que le masculin est considéré comme le genre le plus noble. On va dire aussi, Madame de Sévigné, et les femmes vont mettre plus de temps à résister, par exemple, Madame de Sévigné dit « Je n'ai pas de barbe au menton, si on me dit « Je suis malade », je réponds « Oui, je la suis ». Je la suis. Ce « je la suis », les académiciens vont taper sur les doigts des femmes, notamment des autrices, pour leur dire il ne faut pas dire je la suis, il faut dire je le suis. Voilà. Et puis, alors voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on nous explique, par exemple, les hommes et les femmes sont belles, ça fait bizarre à l'oreille, autrice, ça déchire l'oreille, etc. Mais à l'époque, c'était le contraire. Alors là, je vous cite quand même un des académiciens qui, donc, pour la masculinisation de la langue, sous prétexte que le masculin est le genre le plus noble, et qui va lui dire que lui-même, effectivement, ça lui pose problème, mais qu'il faut quand même le faire. Voilà, c'est Vaugelas, en 1647. Voilà, ce peuple a le cœur et la bouche ouvertes à vos louanges. Comment dirons-nous donc? Il faudrait dire ouvert, selon la grammaire latine qui en use ainsi, pour une raison qui semble être commune à toutes les langues, que le genre masculin, étant le plus noble, doit prédominer toutes les fois que le masculin et le féminin se trouvent ensemble. Mais l'oreille a de la peine à s'y accommoder, parce qu'elle n'a point accoutumé de l'ouïr dire de cette façon, et rien ne plaît à l'oreille pour ce qui est de la phrase et de la diction que ce qu'elle a accoutumé d'ouïr. Voilà. Donc ils vont se forcer, eux-mêmes vont se forcer, ils vont y arriver. Ce qui fait que comme il y a les grammaires, les dictionnaires, les universités, tout le monde va être biberonné finalement à ça. Et ce qui fait qu'au XVIIIe siècle, eh bien, le travail est achevé. Et quand on continue, parce que le mot autrice, par exemple, va continuer à être revendiqué par des femmes, par des hommes, et notamment à la veille de la Révolution française, où on a aussi un discours justement où on exprime que la langue doit être aussi égalitaire, et aussi on s'oppose à l'Académie française qui représente aussi le pouvoir de l'élite, donc on réclame à nouveau de la féminisation. C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, parce qu'on croit toujours qu'on est les pionniers ou les pionnières, mais l'histoire des femmes, c'est vraiment le mythe de Sisyphe, on recommence toujours à zéro, et parce que justement on efface notre histoire. Donc c'est intéressant de voir que déjà au XVIIIe siècle, on avait à peu près les mêmes combats que nous sur la question d'une langue égalitaire. Et donc, mais par contre, parce qu'on a pu cette histoire, au XVIIIe siècle, quand on revendique le mot autrice, on le revendique en tant que néologisme. On a déjà oublié qu'il existait depuis des siècles. Donc on perd également en légitimité. Mais il est quand même revendiqué politiquement. Et voilà, là je vous cite par exemple le Journal des Dames, 1762, Madame de Beaumère, une journaliste, parce qu'il y avait des journalistes aussi à l'époque, voilà, qui dirigeait le Journal des Dames, et qui dit, suite à une demande d'une lectrice qui lui réclame l'utilisation du mot autrice et du mot éditrice, elle lui écrit, elle publie sa lettre et elle répond « J'adopte le nom d'autrice et celui d'éditrice, mademoiselle. En effet, auteur et éditeur ne conviennent point à des femmes. Il semble que les hommes aient voulu nous ravir jusqu'aux noms qui nous sont propres. Je me propose donc, pour nous en venger, de féminiser tous les mots qui nous conviennent. Si nos bonnes anciennes n'ont par politesse ou par crainte de ceux qui se disent nos maîtres et qui veulent décider de tout, souffert que les hommes réglassent la langue, je ne serai ni aussi polie ni aussi soumise.
Cette question intéressant les prérogatives de mon sexe dont je soutiens les droits, nos dames autrices célèbres m'obligeront beaucoup de mettre ces noms en usage. Et je menace les hommes d'en appeler à leurs tribunaux littéraires s'ils osent me chercher quelques chicanes à ce sujet. Voilà. Et alors, pour vous montrer que c'est effectivement un combat politique, on en a déjà conscience à l'époque, on peut, je vais vous donner une deuxième citation qui est aussi vraiment remarquable, qui est la requête des dames à l'Assemblée nationale en 1792. Et leur requête des dames porte à l'article 3 « Le genre masculin ne sera plus regardé, même dans la grammaire, comme le genre le plus noble, attendu que tous les genres, tous les sexes et tous les êtres doivent être et sont également nobles. » Voilà. Donc, alors, ce mot autrice, il continue au XIXe siècle. Fin XIXe siècle, c'est là que les féministes, notamment la romancière Marie-Louise Gagneur, vont interpeller l'Académie française et vont demander à ce qu'on puisse féminiser des termes comme autrice, comme écrivaine, etc. Évidemment, l'Académie française va refuser et va dire qu'en fait, c'est intéressant parce que l'Académie française va elle-même poser le lien entre la féminisation et la légitimation. Et elle va dire aux femmes, vous n'avez pas à demander ces mots-là parce que de toute façon, vous n'avez pas à prétendre à ces places-là. Voilà. Donc ça, ce lien entre féminisation et légitimation, l'Académie française, un siècle plus tard, va au contraire dire le contraire, finalement, justement pour s'opposer encore à la féminisation. Mais c'est fin 19e, moi, ce qui m'intéresse chez ces féministes, comme Hubertine Auclair, qui va par exemple dire, qui se demande pour contrer l'Académie française, une élite féminine ne pourrait pas constituer une assemblée pour féminiser les mots de notre langue, rectifier et compléter le dictionnaire, faire enfin que le genre masculin ne soit plus regardé dans la grammaire comme le genre le plus noble. L'omission du féminin dans le dictionnaire contribue plus qu'on ne croit à l'omission du féminin dans le Code côté des droits, 1898. Ce qui m'intéresse chez ces féministes de la fin du 19e siècle, c'est qu'aujourd'hui, on vient nous expliquer qu'il y a des combats plus importants que ça, finalement qu'on cherche à opposer ou à hiérarchiser des combats alors que tout est lié, que ça n'empêche pas également de militer pour l'égalité des salaires. Et ça, ces femmes l'avaient très très bien compris. Hubertine Auclair a milité pour le droit de vote, elle a milité pour l'égalité salariale et elle a milité également pour la féminisation des termes parce que tout était lié et parce qu'elle prenait tout à fait conscience que la question du symbolique et du politique était intimement liée. Voilà. Donc, et puis, alors voilà, on parle, mais comme vous le voyez là, on parle aussi de féminisation, alors que là aussi c'est une erreur, puisque quand on le voit à l'histoire, il ne s'agit pas de féminiser, il s'agit de démasculiniser. Que l'intervention sur la langue, elle s'est faite au XVIIe siècle et que c'est là qu'on a masculinisé. Donc c'est ça, cette importance du matrimoine, c'est ça aussi. C'est d'avoir une contre-histoire, une histoire qu'on ne nous a pas enseignée et qui finalement nous permettent aussi de comprendre où on en est aujourd'hui. Alors quand on dit par exemple féminiser, ça accentue la binarité des genres de la langue, bah oui, si on le comprend comme ça. Mais si on se rend compte qu'en fait on démasculinise, eh bien on réalise qu'en fait on atténue cette binarité. Voilà. Que cette binarité, elle a été accentuée avant. Et donc là, on essaye juste de revenir en fait à une langue qui n'exprime pas la domination d'un sexe sur un autre. Voilà. Alors voilà, ça c'était le mot autrice, et ce mot autrice, voilà, je vais terminer sur la dernière partie qui est justement ces autrices de théâtre, parce que c'est en partant à la recherche des sœurs de Molière, Corneille, Shakespeare, etc. que j'ai découvert ce mot, et que ce mot m'a permis de comprendre qu'il y avait des femmes qui l'avaient employé et qu'on l'avait employé pour parler de ces femmes. Alors les sœurs de Shakespeare, Molière, Corneille, Racine, eh bien c'est aussi un clin d'œil à Virginia Woolf. Moi, quand j'ai commencé ces recherches, c'était Virginia Woolf, Une chambre à soi, qui nous expliquait que la sœur de Shakespeare n'aurait pas pu exister, qu'elle est morte à un carrefour carrefour de Londres, qu'aujourd'hui le bus lui passe dessus, etc. Parce qu'effectivement, Virginia Woolf, elle était sans histoire. Ou on lui avait dit que si des femmes avaient écrit avant, c'était pas bon, parce qu'elles n'en avaient pas les moyens, les capacités, etc. Aujourd'hui, on sait le contraire. On sait que les sœurs de Molière, de Corneille, de Shakespeare ont existé. Quand je vous disais tout à l'heure, on me dit il n'y en a pas eu, ou s'il y a eu des autrices de théâtre, ce qu'elles ont écrit, c'est pas bon. Alors je vais vous donner les chiffres. Les chiffres, eh bien, nous avons 150 autrices de théâtre sous l'Ancien Régime,
350 au 19e, 1500 au 20e. Donc nous avons quand même un corpus de 2000 autrices de théâtre. Alors elles n'ont pas écrit toutes des chefs-d'œuvre, mais parmi ces femmes, comme pour les hommes, il y a eu des femmes qui ont véritablement écrit deux pièces qui mériteraient d'avoir le titre de grand classique aujourd'hui, qui mériteraient d'être remontées sur les scènes aujourd'hui, comme elles l'étaient à l'époque sur les grandes scènes du théâtre, elles ont même été traduites dans plusieurs langues en Europe, etc. Maintenant, je vais vous donner les chiffres des autrices de théâtre qui sont rentrées au répertoire de la Comédie Française. Donc nous en avons 17 sous l'Ancien Régime, 13 au 19e, 5 au 20e. Et nous n'avons aucune autrice n'est rentrée au répertoire de la Comédie Française entre 1958 et 2002, c'est-à-dire la grande période de l'émancipation féminine. Donc, ils sont intéressants ces chiffres, parce qu'on a toujours l'impression, on nous dit « oui, mais vous inquiétez pas, ça va arriver, notre société, notre système politique fait qu'elles vont arriver », et en fait, elles n'arrivent pas. Ça fait un siècle, déjà au début du XXe siècle, on le disait, et en fait, non. Donc parce que justement, si on n'intervient pas sur le symbolique, si on continue à transmettre une histoire fausse et une langue masculinisée, eh bien nous, de nous-mêmes, on continuera à transmettre cette histoire et à délégitimer les femmes d'aujourd'hui et celles qui arrivent. Donc sur ces autrices de théâtre, on peut dire aussi rapidement que les chiffres de cet effacement, par exemple, aujourd'hui, quand je dis les autrices de théâtre contemporaines viennent me dire oui, mais bon, on a tellement déjà beaucoup de choses à faire pour nous exister, pour nous visibiliser, si en plus on doit s'occuper de celles qui sont avant. Mais en fait, c'est encore une fois, tout est lié, puisque les autrices de théâtre elles-mêmes commencent aujourd'hui, sont déjà invisibilisées, parce que c'est un processus qui se répète constamment. Donc, par exemple, à la veille de la Révolution française, on a un dictionnaire du théâtre de Charles de Mouy. Dedans, il y a 3% d'autrices. C'est à peu près le chiffre de l'époque, parce qu'effectivement, il a répertorié tout le monde, et il doit y avoir 3% d'autrices à l'époque. Aujourd'hui, dans le dictionnaire de Michel Corvin, qui est paru dans les années 90, qui est un peu la Bible du théâtre, qui est régulièrement réédité aujourd'hui, nous avons toujours 3% d'autrices. Alors qu'entre-temps, nous avons quand même eu un corpus de 2000 autrices de théâtre. Alors, pareil, aujourd'hui, nous avons réussi à faire éditer une anthologie du théâtre de femmes de l'Ancien Régime depuis 2007 en 5 volumes. Or, en 1777, Billardon de Sauvigny avait déjà publié une anthologie du théâtre des femmes de l'Ancien Régime, et pas simplement en France. Mais dedans, il y a des Anglaises, des Danoises, des Allemandes, des Françaises, etc. Ce qui fait que Afraben, dont je vous parlais tout à l'heure, au tout début, on a vu son image, dramaturge du XVIIe siècle, on pouvait la lire en français à la fin du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, on ne peut pas la lire. Elle n'est pas traduite, elle n'est pas éditée. Voilà. Donc c'est vraiment tout un vaste chantier qui s'ouvre à nous. Dire aussi, peut-être terminer aussi sur cette phrase d'Hélène Cixous qui, moi, me touche beaucoup. Il faut toujours qu'une femme soit morte pour qu'une pièce commence. Le rideau ne se lève que sur sa disparition. À elle, la place du refoulé, tombeau, asile, oubli, silence. On ne la trouve que perdue, en exclusion ou dans une salle d'attente. Elle n'est aimée qu'absente, abîmée, fantôme ou trou fascinant, dehors, hors d'elle-même aussi. Voilà pourquoi je n'allais pas au théâtre, pour ne pas assister à mon enterrement. Eh bien voilà pourquoi aujourd'hui je travaille sur le matrimoine, c'est pour assister enfin à notre renaissance. Voilà. Et cette renaissance, elle se passe effectivement dans la recherche, dans l'édition, parce qu'il faut les lire maintenant ces textes, mais elle se passe aussi sur les scènes du théâtre. Et ça, c'est aussi un point, parce qu'on est dans le spectacle vivant. Le spectacle vivant, ces textes sur lesquels on a des siècles et des siècles de doutes, de dénigrement, pour qu'ils puissent à nouveau ressusciter, réexister dans toutes leurs valeurs, c'est quand les comédiens s'en emparent, c'est quand les musiciens se mettent à rejouer ces musiques, etc. Et là aussi, c'est un vaste chantier, mais particulièrement contemporain finalement, parce que ces textes, ils nous arrivent comme des textes contemporains. C'est des textes qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas la langue, on ne connaît pas ses vers, etc. Quand on arrive devant Molière, Corneille, Racine, on nous a dit que c'était des génies. Donc déjà, on considère que la pièce qui est devant nous est géniale. Quand on arrive avec ces pièces de femmes sur un plateau, il n'y a que du doute.
Il n'y a que du doute. Donc c'est vraiment un travail complètement opposé finalement au texte du patrimoine. On a aussi avec Molière Don Juan, on peut monter Don Juan dans une salle de bain, etc. On peut en faire ce qu'on veut. Don Juan reste Don Juan à la fin de la pièce. Que la mise en scène soit réussie ou pas réussie. Quand on monte ces pièces de femmes, c'est tout le contraire. Si on a une mise en scène qui efface le texte et l'autrice, très rapidement, on ne voit plus que la mise en scène. Donc voilà, c'est aussi finalement, quand on s'attaque à ces textes ou à ces compositions, etc., c'est un acte contemporain. Et la question de la performance est extrêmement importante. Voilà, moi, j'ai monté la première pièce de femme de l'Ancien Régime, c'est le Favori de Madame de Villedieu. Donc là, vous avez aussi tout le mouvement HF qui a énormément travaillé sur la question du matrimoine depuis quelques années, avec les journées du matrimoine. Et voilà, le Favori des éditions de textes qui commencent à émerger, notamment par exemple l'Avant-Scène Théâtre, Corinne François Denève qui fait un remarquable travail sur Charlotte Lefleur et Alfhild Algrell, qui sont des Scandinaves de la fin du 19e, des autrices de théâtre qui ont répondu à une maison de poupées d'Ibsen avec des pièces beaucoup plus féministes et qui étaient plus contenues en leur temps qu'Ibsen et Strindberg, qui ont été complètement oubliées. Et puis voilà, le Favori de Madame de Villedieu que j'ai monté il y a 4 ans maintenant, qui continue de tourner, qui est la première pièce de femme de l'Ancien Régime remontée en France et qui, voilà, si Molière l'avait écrite, serait sans doute programmée dans presque tous les ans pour les élèves, parce que c'est une pièce qui explique aussi, qui revient sur le plus grand scandale politique de l'époque moderne, qui est la prise de pouvoir par Louis XIV et cette monarchie absolue qui donnera sans doute notre monarchie présidentielle. Voilà. Donc petit clin d'œil, parce que pour montrer qu'effectivement ce théâtre, c'est pas un théâtre de femmes, c'est pas un théâtre galant comme on a cherché souvent à le résumer, c'est aussi souvent des textes politiques forts, avec des personnages féminins forts, dans les tragédies du XVIIe notamment, et aussi un retravail de la masculinité. Parce que du coup, on a aussi des personnages masculins qui, par exemple, dans les dilemmes cornéliens, on parlera plutôt du dilemme bernardien de Catherine Bernard, première autrice de la Comédie Française en 1690, eh bien les hommes, plutôt que de faire le choix du politique, vont faire le choix de l'amour, par exemple, alors que des femmes, elles, au contraire, vont aller faire... Voilà, donc ça retravaille aussi déjà les codes genrés, et c'est pour ça qu'ils nous intéressent particulièrement aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'il me reste juste 5 petites minutes pour des échanges de questions éventuels. When I said stop,